Alors, trois choses très importantes avant de commencer. Je vais vous expliquer pourquoi la Rétro 2012 a disparu. Je vais vous expliquer un petit truc intéressant qui peut se passer précisément ce week-end du 19 pour ceux que ça intéresse. Mais surtout, principalement, je tiens à vous dire... Bonjour, je suis Microphone. Vous m'avez sans doute déjà vu sur la chaîne Formule Blabla dans des émissions telles que de Fangio à Hamilton, le meilleur pilote du monde, 2006-2010, 5 saisons, 5 champions du monde ou encore top 10 des meilleurs accidents en Formule 1. Je suis ici pour vous partager une astuce que j'ai récemment découverte pour regarder les compétitions automobiles gratuitement grâce à CyberGhost VPN. J'ai ajouté le chat pour gagner de la crédibilité à mon propos. Qu'est-ce que tu veux, toi? Fan de Formule 1, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en période de deuil suite à la mort du service de streaming de la F1 en France. À travers les services de CyberGhost VPN, vous serez en mesure de suivre la nouvelle saison de Formule 1 pour seulement 2,03 € par mois, en vous connectant en Belgique, où la compétition est diffusée en clair avec le meilleur vigneron qui soit. Vous pouvez essayer cette solution lors du prochain Grand Prix et profiter d'une réduction spéciale de 83% et 4 mois d'offert sur l'offre CyberGhost VPN grâce au lien en description. Sachez que selon mes sources, CyberGhost VPN est leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Simple d'utilisation et compatible avec toutes les interfaces ici représentées par des logos, vous pourrez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents en simultané. En masquant votre adresse IP et en redirigeant votre trafic dans leur réseau virtuel privé, leur logiciel permet de débloquer plus de 35 plateformes de streamings telles que le Netflix, Hulu ou BBC iPlayer pour voir par vous-même la catastrophe qu'est devenue Doctor Who. Je ne leur pardonnerai jamais. Vous avez 45 jours pour vous faire rembourser, donc n'hésitez pas à l'essayer. Allez, sur ce, moi je vais m'occuper du chat. Voilà, sans transition, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce que YouTube a décidé que les 1h07 de rétrospective 2012 devaient être supprimés pour infraction au droit d'auteur. C'est pas le moment de te réveiller, toi. Allez, pars. Que ces 1h07 devaient être bloqués à cause de l'interview que j'ai placée de Mark Webber et Jackie Stewart sur le podium de Silverstone. Ça, c'est le truc, je peux rien y faire. C'est pas qu'une question de démonétisation, j'ai l'habitude, les rétros sont toujours démonétisés, je m'en tape. Mais par contre, le coup bloqué, ça m'embête parce que c'est un segment que j'ai vraiment envie de laisser dans la vidéo. Donc ça veut dire qu'il faut que je remonte la vidéo proprement pour plus qu'elle soit bloquée. Mais vous me connaissez, ou peut-être vous me connaissez pas du tout et vous tombez là-dessus par hasard, mais bref, j'aime faire les trucs à fond et j'ai envie d'ajouter des petits bonus dedans. Enfin, je me dis, non mais quitte à la remonter tout, je me dis, j'ai envie de faire des trucs en plus. J'ai pas juste envie de la remettre en ligne comme ça, donc je me dis, je vais en profiter, je vais essayer de glisser 2-3 petits trucs, et que, voilà, vous jouerez aux sets différents si vous l'avez déjà vu et que vous aimez les revoir. Merci, je le dis jamais parce que... j'ai pas à vous remercier, hein, c'est moi qui bosse et vous faites que regarder, mais merci vraiment pour de regarder en boucle. Vous êtes très très nombreux à me dire que vous passez ces rétros en boucle et moi je me dis que bah c'est cool parce qu'il y a des gens qui supportent ma voix pendant des heures et ils écoutent. Et bon, bref, ça n'a pas d'importance. Ce qui est dernier truc important, donc, c'est que ce week-end du 19, 20, 21 avril 2024, ça marchera plus dans 3 ans, je vais faire un petit tour au Grand Prix de France historique au Paul Ricard, et je risque de pas mal traîner avec mes amis Gazou, aka Gaël Angleviel de France Racing, qui est de Loïc Schoenvapol. Tous deux seront là en séance dédicace pour leurs ouvrages biographique consacré pour l'un à Max Verstappen, pour l'autre à Fernando Alonso. Donc voilà, pour plus d'informations et pour peut-être essayer de faire un truc genre rencontre de gens que j'ai jamais vu, mais que eux m'ont vu, parce que je parle à une caméra. Voilà, vous pouvez, si vous êtes dans le coin et que vous voulez que ça arrive, faites un petit tour sur les réseaux sociaux de Loïc, donc son hâte est dans la vidéo, ou sur Gaël, ou voilà, ou les miens qui sont tous en description, le Twitter,
Surtout l'Instagram, je pense, parce que c'est plus pratique l'Instagram. Facebook, non, je rigole, Facebook, c'est impossible d'utiliser Facebook normalement. Et peut-être le Discord, j'en sais rien. Je vous dis les trucs, voilà, je vous ai donné les infos. Moi, j'ai rien prévu, je vais y aller et je sais même pas ce que je vais faire. Je m'en rends compte au montage, j'en ai plus rien à faire, j'ai oublié de le dire, c'est très important parce que je sais qu'il y en a que ça pourrait titiller. Voilà, vous pouvez acheter ce t-shirt sur le Formule Blabla Shop, le lien est en description normalement. Voilà, allez acheter des trucs, je touche 2 euros par truc vendu. Donnez-moi de l'argent. Je vous laisse en compagnie de cet extrait du live qu'on a enregistré en 2021 avec Loïc, donc qui avait publié sa biographie sur Fernando Alonso et qui a donc été republié avec Talent Sport il y a quelques mois de cela, parce que il s'est passé 3 ans depuis qu'on a fait ce live, mais la passion continue puisque ça reste toujours d'actualité, c'est de l'histoire, c'est ça qui est génial, c'est que l'histoire ne change jamais. C'est pour ça que je préfère parler d'histoire que d'actualité, quitte à choisir, parce que je peux prendre le temps que je veux pour en parler. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a toujours pas eu le débrief du Grand Prix du Japon. Et parce que je sais que si je le fais dans 2 semaines, personne va le regarder. Donc voilà, des bisous. « 2012, c'est le moment peut-être où il se refait peut-être encore plus son image, Alonso. » C'est l'image qui, 2012, il redevient, je pense pour beaucoup, le pilote qu'on a envie de voir gagner et qu'on a envie d'aimer. 2011, Red Bull a broyé le championnat du monde. Enfin, ils ont vraiment été au-dessus du lot. Et puis bon, t'as ce truc de te dire quand même, c'est Alonso, c'est l'Espagnol, c'est le courageux, c'est le samouraï. En plus, il se fait tatouer le samouraï dans le dos et tout. Et t'as un truc qui fait que voilà, on le voit quand on le voit piloter en 2012, Alonso, on se dit, ce mec-là, il est au sommet de son sport, au sommet de son art. Parce que avec une voiture qui est indigne d'une équipe comme Ferrari, moi je me souviens, c'est une expression que certains journalistes employaient, c'est ouais, on a l'impression que c'est une Ferrari volée sur un parking à Maranello. C'est un peu ça quoi. Et avec une voiture comme ça, arriver à jouer le titre jusqu'à la dernière course avec des moments de bravoure en Malaisie où sous la pluie, il arrive à gagner devant le jeune Pérez. Valence 2012 où il part 11e et il finit par gagner. Enfin, c'est extraordinaire. 2012, c'est extraordinaire sa saison. La victoire à Valence, elle a marqué sa carrière très très fortement parce que à la fois c'est une démonstration de sa capacité à maximiser l'ensemble de son week-end. Après, faut aussi rappeler, pour être un petit peu juste, que on était dans une époque où les pilotes qui bloqués en Q2, dans le peloton du moins, étaient plus avantagés que ceux qui passaient en Q3 parce qu'il y avait les règles pneumatiques qui étaient encore plus puissantes en 2012. Règles dont on s'est enfin débarrassé en 2022. Merci. Ceci étant dit, à Valence, il y a le départ. On a du Alonso. Ouais. On a plein de safety cars à chaque relance, il gagne des places. Ça en était devenu pour moi une blague. Enfin, honnêtement, en 2012, si tu me demandes de citer un adversaire de Alonso, je cite pas Vettel, je cite Hülkenberg, je cite Pérez. C'est ça qui est terrible. Mais c'est ça qui est terrible. Et c'était encore plus frappant en 2013, je crois, parce que je me rappelle de toutes les fois où il s'est battu contre la Sauber du Hülkenberg, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Mais même face aux Force India, je le voyais souvent face à des Force India, face à des Sauber. C'était une blague. C'est vrai que 2012, on est tous d'accord, je pense qu'on aurait tous aimé voir Alonso champion parce que la saison qu'il fait, il l'a mérité. Mais je pense qu'il faut pas non plus diminuer ce qu'a fait Vettel cette année-là parce que on est dans une saison où il y a 7 vainqueurs différents dans les 7 premiers Grands Prix. Enfin, c'est pour situer un peu le niveau de la saison what the fuck. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que dans une saison, on parlait aussi de 2010, mais les choses s'équilibrent toujours quelque part. 2012, on a tendance à dire ouais, Alonso, il perd le titre parce que Grosjean, Spa 2012, il y a le terrible accident au départ. La touchette avec Raikkonen au Japon 2012. Sans ça, Alonso aurait les points d'avance sur Vettel. Sauf qu'il faut pas oublier que
Si Vettel n'abandonne pas à Valence, Alonso jamais de la vie il gagne à Valence. Voilà, non mais c'est des petits trucs comme ça qui font que Vettel il a sorti Vettel à un moment, il enchaîne 4 victoires d'affilée dans la saison, ce qui ne s'était pas vu jusqu'ici. Donc c'est pour ça que en fait tout s'équilibre au niveau de la chance, de la réussite, des performances. Et je voulais juste finir pour Valence 2012. Il y a 2 choses pour moi qui sont super belles, c'est que déjà sur le podium, il y a Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, le dernier podium de Schumacher. Qui c'est qu'on fait monter sur le podium? Andrea Stella, l'ingénieur des 3. Ouais. Et la deuxième chose qui est très belle, c'est qu'à cette époque-là, l'Espagne, c'était comme beaucoup de pays, a été frappée par une crise économique assez forte. Et se dire que tu as Rafael Nadal qui gagne Roland-Garros, l'Espagne qui est en train de briller à l'Euro de foot, et Alonso qui gagne le Grand Prix d'Espagne, enfin d'Europe à Valence. Je peux vous dire que pour les Espagnols, c'était vraiment chouette pour eux parce que là, ils se sont dit au moins on a le sport pour se raccrocher un peu à la branche parce qu'économiquement parlant, ils ont traversé l'enfer pour beaucoup à cette période-là. Red Bull revient en force sur la seconde moitié de saison. Comme tu le dis, ça tombe Singapour, Japon, Corée, Inde, assez fort de Vettel. Après, il faut souligner les belles perfs. Abu Dhabi, Vettel qui part de la pit lane, qui termine 3e. Étrangement, Abu Dhabi 2012, c'est une des rares éditions d'Abu Dhabi qui vaut la peine parce qu'elle est incroyable. Il y a des dépassements. Et d'ailleurs, Valence 2012 est d'ailleurs le seul Grand Prix de Valence qui vaut la peine à être regardé. Ça, c'est clair. La saison 2012, de manière générale, c'est une saison absolument incroyable. À l'époque, on crachait beaucoup dessus parce que faut admettre que c'est Pirelli qui a dicté le spectacle. Et je l'admets que c'est Pirelli qui a dicté. Mais à regarder, c'est quand même super marrant. Non, et puis 2012 aussi, pour finir, il y a un truc sur cette saison-là. C'est là où tu vois quand même, encore une fois, les pilotes. Enfin, on a parlé d'Alonso, on a parlé de Vettel. Juste Hamilton, s'il n'avait pas abandonné sur tous les problèmes mécaniques qu'il avait eu, il aurait été le 3e larron. Exactement. Ouais. Parce qu'Hamilton, il fait une saison Singapour, 2012. Abu Dhabi, Brésil. Il y en a. Il y en a beaucoup, ouais. J'ai qu'un seul moment qui me revient pour 2013, c'est l'Espagne. Parce que il a cette sublime victoire en 2011 dont on n'a pas parlé, où il gère son Kers. Ça aussi, c'est un truc d'Alonso. À chaque fois qu'il fait, il fait ces trucs que personne ne fait et qui lui donnent un avantage. Je pense à 2011 quand il passe 2 ou 3 voitures à l'extérieur du virage 3 en utilisant tout son Kers alors que tout le monde l'utilise dans la ligne droite de départ. Tout le monde fait mais c'est super bien d'avoir fait ça. Il fait j'ai regardé en feeder et j'ai vu que ça doublait là-bas. Et à chaque fois qu'Alonso faisait des trucs comme ça, il admettait, il dit c'est ce qu'ils ont fait en GP2. C'est aussi ça que j'admire, c'est que même s'il a cette stature de ce qu'il est, il va quand même observer ce que font les gamins dans les catégories inférieures, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément en moto, d'ailleurs, où tu vois les Valentino Rossi, même les Fabio Quartararo, tout ça. Ils regardent toujours les catégories inférieures pour regarder les départs, voir un peu ce qui se fait, tout ça. En moto, ça se fait énormément. Puis 2013, pareil, il prend la tête au départ. Je crois il passe les 4... Je crois qu'il est 2e ou 3e après avoir fait ses manœuvres. Il doit être 2e parce que c'est Rosberg qui mène la course de mémoire. Donc il y a la victoire, c'est un autre moment très fort de sa carrière. Et j'ai envie de dire de sa saison parce qu'après Ferrari a totalement chuté. C'est la dernière de sa carrière. C'est qu'à l'époque on pouvait pour le moment. Ouais, pour le moment. À l'époque on pouvait pas envisager ça, clairement. Et c'est surtout le début de la fin aussi avec Ferrari parce que ce qui se passe, c'est que, comme tu l'as dit, à mi-saison, Red Bull, il y a cette histoire de pneus aussi où on revient après Silverstone où il y a un Grand Prix chaotique au niveau des pneus. On revient à des gommes, il me semble que c'est les gommes de 2012 qu'on remet pour... C'est ça. Voilà. C'est ça, ouais. Donc, ça favorise clairement Red Bull à ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, Vettel, je crois qu'il y a que Hamilton qui gagne encore un Grand Prix et après c'est Vettel qui roule sur tous les autres Grands Prix de la saison. Et puis ça part mal, ça va très mal pour Ferrari parce que Alonso sent que pour la 4e année consécutive, il aura pas le titre.
Et c'est à ce moment-là où en fait Alonso commence à critiquer publiquement son équipe. Problème, critiquer la Scuderia Ferrari, c'est jamais bon. Et c'est là où tu sens que le divorce commence à être consommé parce que en fait, bon, il faut contextualiser la chose, c'est que Ferrari, tu as beaucoup de pilotes à qui où il y a eu un accord oral ou un pré-contrat pour être pilote en rouge. Je pense à des Kubica à l'époque, des Hülkenberg, tout ça. En 2013, ça sentait quand même très bon pour que ce soit Hülkenberg qui vienne épauler, qui remplace Massa et qui vienne épauler Alonso en 2014. Sauf que, vu que Monsieur Alonso a critiqué la Scuderia Ferrari, chez Ferrari, ils se sont dit, tu veux la jouer comme ça? On te met Kimi Raikkonen comme coéquipier. 2 champions du monde, tu vas te débrouiller maintenant. Regardez 2014. Voilà. Bah, il pensait que c'était le meilleur move. Avec Raikkonen. Ouais. Ben, Jacques Villeneuve l'avait dit. Pour le coup, Villeneuve l'avait dit, mais le truc, c'est que en fait, vous mettez un travailleur acharné comme Alonso avec quelqu'un en fait qui travaille pas des masses comme Raikkonen. Ben, le truc se fait vite fait, quoi. Juste pour revenir un petit peu plus tôt aussi sur la fin de 2012, en réalité, il y a ce moment très très fort à Interlagos, après qu'il ait perdu le titre, ce plan mythique du Alonso qui regarde dans le vide, il dit qu'il attendait Massa, tout ça, pour le célébrer, bon, merci d'avoir joué le coéquipier et tout. Mais non, tu vois, dans le regard d'Alonso, pour moi, il y a ce sentiment de, humainement, c'est impossible de faire mieux que ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a ce sentiment de se dire, je suis démuni, je peux rien faire de plus. Et c'est pour ça que j'ai tendance à penser qu'en 2013, il fait non, je suis irréprochable. C'est l'équipe. Et je me demande si c'est pas un sentiment, si déjà il n'a pas nourri ce sentiment tout court, et qu'ensuite il l'a pas encore plus nourri après dans ces années McLaren Honda. Je pense que si. Effectivement, en 2013, il tape sur la voiture. Après 2014, là, c'est... Nouvelle réglementation, Ferrari avec donc du coup l'arrivée des moteurs hybrides, Ferrari qui passe complètement à côté. La Fiat. Ouais, la Fiat, ouais. La F14T, je le dis très souvent, amusez-vous avec les on-boards qu'il y a sur YouTube de ces années-là. C'est incroyable de se dire qu'on a Kimi Raikkonen et Fernando Alonso qui sont, je le certifie, 2 des plus grands pilotes de l'histoire, qui se retrouvent dans cette chaussette. C'est pas juste que la voiture va pas vite, c'est qu'elle est impilotable. Et Raikkonen, il y a effectivement ce côté travailleur que tu soulignais, cité par Villeneuve, mais pour moi, il y a aussi ce côté du pilotage. C'est pas fait pour lui. Il y a le premier tour à Silverstone, ou les premiers tours, tu vois qu'il la rattrape un petit peu dans les virages, et puis au freinage, tu vois la voiture qui part tout droit, il la reprend, mais il danse avec la voiture. Et ensuite, à la réaccélération, tu vois la voiture qui repart derrière, qui la restabilise. Et non seulement, en plus, en ligne droite, il va moins vite. Ouais. Il y a rien qui va dans cette... Et tu vois, j'ai l'impression de voir des Jim Clark ou des caméras embarquées des années 60, tellement qu'ils corrigent constamment la voiture. Ça se pilote plus comme ça, des Formule 1. Et à côté, tu regardes Raikkonen, Raikkonen, il pilotait pas la voiture. Il laissait la voiture piloter, il faisait que la conduire. Ce qu'il faisait, c'est Raikkonen qui l'expliquait, il disait, je n'attaque pas avec cette voiture parce que je n'arrive pas à la prévoir. Et du coup, ça fait que Raikkonen, il y a aussi des caméras embarquées hyper intéressantes à regarder, il laisse la voiture se faire, il fait que la corriger. C'est pas lui qui la pilote, alors qu'Alonso, on sent que lui, il s'en fout, il y va et il s'adapte avec ce que fait la voiture. C'est qu'en plus, Raikkonen, t'as l'impression, quand tu compares avec Alonso, tu te dis, mais Raikkonen, il est mauvais, machin. Mais non, Raikkonen, il n'est pas du tout devenu mauvais du jour au lendemain. C'est juste qu'au bout d'un moment, là, avec le tracteur que t'as, c'est pas possible d'exploiter des qualités qu'a Raikkonen, qui est un super pilote, quoi. Donc, et Alonso, lui, s'en est sorti parce que c'est Alonso, mais je suis même pas sûr, voilà, c'est... Au championnat, Alonso 6e, 161 points, Raikkonen 12e, 55. Ouais, voilà. Pour le chat qui demande. C'est incroyablement triste. Et en même temps, tu te dis que, je m'en rappelle, il y a le podium en Chine, et
et il passe à ça d'une victoire, le gars. Il passe à ça d'une victoire. Très sincèrement, j'aurais pas peur de dire que c'est peut-être une victoire dans l'une des pires voitures de l'histoire, s'il l'avait gagné. Il passe juste à un Daniel Ricciardo fou qui a fait une stratégie osée, qui a marché, qui allait chercher les dépassements, parce que faut rappeler que c'est l'année aussi où Ricciardo explose, et quand à Budapest, il remonte 10 voitures dans les derniers tours pour conclure les 2 derniers tours en passant Hamilton et Alonso pour prendre la victoire. Il la sort pas de n'importe où, sa réputation, Ricciardo. À part ça, qu'est-ce que tu veux dire de sa saison? Enfin, c'est une tristesse. Que ça a scellé du coup le divorce entre lui et Ferrari, et que ça a prouvé aussi que Ferrari en fait ne sait pas respecter ses champions. Schumacher, quand il est parti en 2006 pour sa première retraite, c'est parce que Ferrari l'a quand même un petit peu mis dehors, quoi. Parce que Schumacher, dans sa tête, il avait pas spécialement envie de prendre la retraite à ce moment-là, quoi. Mais c'est Ferrari qui lui a un peu fait comprendre, tu commences à vieillir, nous, on a envie de passer à autre chose, donc voilà. Raikkonen, voilà, mais Raikkonen, bon, il s'est fait dégager comme un malpropre en 2009, donc ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'y revenir là-dessus. Et en fait, Alonso, c'est pareil, ils lui font un peu le mauvais coup, parce que le deal avec Vettel se fait un peu dans son dos. Et c'est surtout que c'est Vettel qui lui laisse pas le choix, parce que Vettel annonce d'abord qu'il signe chez Ferrari, et de facto, du coup, Alonso, il se retrouve pour l'instant sans écurie. Donc voilà, c'est encore une fois, Ferrari à ce niveau-là, ils sont pas très classe en termes on va dire, de limogeage de pilotes, quoi. Je me rappelle, je crois que c'était la conférence de presse, il me semble que ça a été annoncé avant le Grand Prix du Japon, oui. Et je me rappelle de Alonso qui est face aux médias, et il y a Massa qui passe derrière et qui fait « Alors tu fais quoi l'année prochaine? Tu vas chez Caterham ?» Ah, et puis la dernière, franchement, le Grand Prix d'Abu Dhabi, la dernière conférence de presse de l'année, où tu as un journaliste qui lui dit si vous deviez choisir un coéquipier, est-ce que vous choisirez Jenson? Et tu as Button qui est là juste à côté de lui, qui le regarde comme ça, et Alonso il fait Et merci à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette émission. Vous pouvez donc vous rendre dans le lien en description pour bénéficier de leur promotion, pour peut-être le tenter pour ce week-end au Grand Prix de Chine. Voilà, sachez que en tout cas, pour ma part, ça fonctionne réellement avec le VPN. Donc je ne sais pas si c'est une question de navigateur ou quoi qui est bloqué en Belgique, mais visiblement ça fonctionne aussi en Suisse. Donc vous pouvez tenter le coup. Bisous. If you have the possibility to choose your teammate for next year, would you choose Jenson? Take your time. Didn't he say yes? I think he might have said that, something like that, yeah. He came in, he said yes. We'll see.